d'ici 2040, 9 000 milliards d'euros vont être transmis. D'ici 2040, 9 000 milliards d'euros vont aller vers des personnes de plus de 60 ans. Il faut prendre la mesure de ça. Les morts sont morts. Les morts n'ont pas à avoir un pouvoir sur les vivants. Or, un testament, qu'est-ce que c'est ? C'est la capacité pour les morts de perdurer par-delà leur mort et d'imposer leur volonté, alors même qu'ils ne sont plus, aux vivants. Et il y avait des dispositifs, mais complètement fous pour ça. Derrière la question de l'héritage, il y a la question « qu'est-ce que je laisse ?» Voilà, une fois que je serai partie, qu'est-ce que je vais laisser ? Mélanie Plouvier, bonjour. Bonjour. Je suis très content de vous recevoir sur l'Étincelle, un podcast pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Vous êtes maîtresse de conférences à l'Université Côte d'Azur, philosophe, spécialiste en philosophie sociale, il me semble, et politique, notamment sur la question de l'héritage. Je vous reçois aujourd'hui pour ce livre, L'injustice en héritage, repenser la transmission en patrimoine, publié aux éditions La Découverte il y a peu. Un ouvrage dans lequel vous explorez les différentes pensées oubliées autour de l'héritage. C'est un ouvrage que je trouve particulièrement intéressant et c'est pour ça aussi que je voulais qu'on fasse ce podcast ensemble parce que, en gros, cette question de l'héritage, elle est souvent discutée, mais pas forcément de la bonne façon. Elle est souvent discutée sur la plan de la fiscalité, tant à gauche qu'à droite. Alors que pourtant, et c'est ce que vous dites dans l'introduction de ce livre, depuis les années 1970, les inégalités de patrimoine n'ont cessé de s'accentuer. Le capital privé, qui est estimé à 14 000 milliards d'euros, le chiffre j'ai trouvé assez colossal, est aujourd'hui détenu à 60% par les personnes âgées de plus de 60 ans. C'est une concentration de patrimoine qui soulève beaucoup de problématiques, tant sur le logement, l'économie, le lien social, mais aussi des fortes tensions qui sont souvent invisibles. Et donc là, vous rappelez que justement l'héritage, c'est une question qui est héritée de la Révolution française. C'est une question qui a fait l'objet de riches débats, de débats vifs et intenses entre différents penseurs. Et tout d'abord, en fait, justement, je souhaitais comprendre au niveau du point de départ de cet ouvrage, d'autant que l'héritage est un sujet presque tabou, même s'il y a des chercheurs que vous citez, notamment Thomas Piketty, qui en parlent. Il y a un tabou, et puis je pense notamment à la phrase d'Emmanuel Macron, on en parlait juste avant, qui disait un journaliste qu'il avait économiquement raison au niveau de l'héritage, mais qu'il avait politiquement tort. Donc il y a à la fois un tabou du point de vue des Français, mais aussi un tabou d'un point de vue de la recherche. Pourquoi alors, en fait, aujourd'hui, on a tant de mal à penser collectivement cette question de l'héritage ? Comment ça se fait qu'elle est trop focalisée sur la question de la fiscalité ? Est-ce que c'était le point de départ, du coup, de ce livre ? Alors, ce qui est certain, c'est que l'héritage opère un retour depuis les années 1970. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que certaines positions patrimoniales deviennent de plus en plus difficilement accessibles si on n'hérite pas. Et ça dessine une société tout à fait particulière. C'est une société dans laquelle mieux vaut hériter que travailler. Et voilà, je pense à mes étudiants. La voie des diplômes, la voie du travail ne permet plus d'accéder à certaines positions patrimoniales. Et il n'y a pas besoin d'envisager des positions de très gros patrimoine. Accéder à la propriété du logement à Paris, voilà quelque chose, un besoin aussi élémentaire que se loger. On le voit, ça devient de plus en plus compliqué depuis les seuls revenus du travail, depuis la seule épargne. Et en gros, si on n'a pas les parents ou les grands-parents pour aider, ça devient... alors, pas totalement inaccessible, mais c'est compliqué. Donc, voilà, le retour de l'héritage est, je pense, très largement diagnostiqué. Le diagnostic est partagé par les économistes. Et ce qui est tout à fait surprenant, c'est effectivement que, d'un point de vue théorique et dans les représentations communes, on est plutôt du côté du tabou, ou tout au moins le silence. Alors, on sent un petit frémissement quand même en ce moment, on en parle. Les Français, ils ont de peur, en fait. Et justement, il y a plein d'idées reçues. Tant que Thomas Piketty en parle, mais ici aussi, dans le bouquin, c'est dit le fait que les gens ont peur qu'on prenne justement leur maison principale ou des choses comme ça, en fait. Alors, effectivement, nous sommes, les Français, mais plus largement les Européens, sont attachés à la transmission familiale du patrimoine. Il ne s'agit pas de nier ce fait. Dans cette
attachement dans le fait qu'on ait du mal à envisager que les biens qu'on a accumulés au cours d'une vie ne soient pas transmis à nos enfants. Il y a plusieurs choses. Il y a, je crois, quand même, le fait que on voit bien que les autres protections qui pourraient être apportées à nos enfants, celle du travail, de la valorisation des diplômes, celle de l'état social protecteur, sont de plus en plus affaiblies. Ouais. Et je crois que dans l'attachement des Français à l'égard de l'héritage, il y a aussi un diagnostic partagé d'affaiblissement de l'état social et des protections que tout un chacun peut recevoir au cours de sa vie. Donc, de ce point de vue-là, il ne faut pas décorréler l'héritage de la question du travail, il ne faut pas décorréler l'héritage de la question de l'état social, et c'est dans ce cadre-là que s'opère ce retour de l'héritage qui est diagnostiqué. Ensuite, je crois aussi qu'il y a beaucoup de fantasmes. Effectivement, si je vous dis abolissons l'héritage, immédiatement, on se dit ma maison. Mon Dieu, elle veut détruire la famille, elle veut détruire la propriété privée, elle veut détruire toute motivation au travail. Donc, concrètement, le détour par le 19e siècle nous montre des théories qui envisagent l'abolition de l'héritage sans que ce soit le cataclysme intégral. Et je pense que de ce point de vue-là, il faut quand même nuancer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, enseignants-chercheurs, face à cette charge émotionnelle attachée à l'héritage ? Mon pari, ça a été de faire l'histoire. L'histoire des idées et l'histoire de la manière dont la transmission avait pris la forme de la transmission familiale. Parce qu'en fait, ça n'a pas été de tout temps comme ça. Il y a des formes multiples possibles de transmission du patrimoine. Et cette attache, le fait d'appareiller l'héritage avec la famille, entendue au sens très restreint, des enfants, avec le partage égal, c'est quelque chose qui date de 1794 très exactement, et dont on peut faire l'histoire. Et quand on fait l'histoire, d'un seul coup, on se rend compte que cette institution n'est pas naturelle, elle pourrait être autre, et faire l'histoire des institutions de ce point de vue, faire l'histoire des idées qui sous-tendent ces institutions, ça permet de dénaturaliser. Et surtout qu'elle est étroitement liée, cette question, à celle de la propriété. Qui est aussi, la propriété, c'est quelque chose, c'est une idée aussi qui vient avec la Révolution aussi, notamment. D'ailleurs, dans le bouquin, je crois, il y a beaucoup Locke aussi qui est cité. Il y a aussi Fichte et tout, qui sont des philosophes, justement, qui ont pensé ces questions de la propriété aussi. Effectivement, ce qui est fascinant dans la question de l'héritage, c'est que c'est une question fascinante parce que plurielle. Vous voyez, dans l'héritage, il y a bien évidemment une question économique. Quel devenir des biens après la mort ? Et derrière, on ne pose pas souvent les choses comme ça, mais derrière, en fait, ça veut dire qu'il y a une nouvelle distribution des ressources. À la mort s'opère une certaine distribution des ressources, et avec cette distribution, qui est un enjeu économique, viennent aussi des enjeux de justice sociale. Comment c'est distribué ? Selon quels principes ? Est-ce que le hasard de la naissance est un bon principe ? Le hasard de la famille dans laquelle je suis née, est-ce que c'est un bon principe pour présider à l'allocation des ressources ? Donc il y a cette dimension-là économique qui est constitutive. Mais ne se joue pas dans l'héritage que ça, se joue bien évidemment, on pourrait dire, l'ossature matérielle de la famille. Effectivement, les biens ne sont pas les biens transmis ne sont pas n'importe quel type de bien. Et de ce point de vue, les biens transmis interrogent l'espèce d'équivalence généralisée que l'économie postule. Concernant les biens, non, tous les biens ne se valent pas. Il y a de l'immobilier. Il y a de l'immobilier, de mobilier, puis ce sont des biens qui sont chargés de valeur affective, tel bijou qui n'a pas forcément de valeur économique, mais qui a une énorme valeur affective. Donc, la question de l'héritage, c'est une question économique, c'est une question familiale, c'est aussi, en fait, et ça aussi on l'oublie très souvent, une question juridique, parce qu'en fait, l'héritage, ce n'est rien d'autre que du droit. Ouais, c'est un des points justement dans le livre où c'est d'abord l'héritage, c'est d'abord du droit successoral. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que en fait, on a l'impression que transmettre, c'est décider librement de ce que vont devenir les biens. Mais non, c'est le droit qui décide. C'est le droit successoral qui décide comment les biens vont être distribués. Par exemple, en France,
nous ne faisons pas ce que nous voulons, je ne peux pas déshériter mes enfants, je ne peux pas favoriser un de mes enfants plus qu'un autre. Donc, il y a la règle du partage égal, c'est ce qu'on appelle les règles de dévolution successorale, très concrètement, c'est le droit qui décide qui va hériter, dans quel ordre, selon quelle proportion. Et là, par là même, on voit l'espèce de mythe qui fait croire que, en fait, le propriétaire est propriétaire absolu de ses biens et qu'il pourrait décider jusqu'à leur devenir post-mortem. Non, c'est la loi qui décide. Et au passage, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est le législateur, en fait, qui décide. C'est le législateur qui a un pouvoir de détermination sur cette distribution économique des biens après la mort. Ce qu'on a tendance à oublier. Alors, les révolutionnaires français que j'ai étudiés en avaient pleinement conscience. Nos législateurs l'ont très largement oublié, je crois. Alors, on le voit, question économique, question familiale, question juridique, c'est aussi une question de politique publique. La fiscalité successorale, c'est quoi ? C'est une certaine manière de corriger les inégalités patrimoniales. Là encore, il y a différents principes de justice qui peuvent guider ces corrections et redistributions de la fiscalité successorale. Et puis, je dirais, il y a aussi une autre dimension qui est une dimension... si ce n'est métaphysique, au moins existentielle, derrière la question de l'héritage, et je pense que c'est aussi pour ça que ça touche tant les Français, les gens, derrière la question de l'héritage, il y a la question « qu'est-ce que je laisse ?» Une fois que je serai parti, qu'est-ce que je vais laisser ? Et je pense que de ce point de vue, nous avons collectivement à nous poser la question, est-ce que ce que nous voulons laisser, c'est uniquement quelques biens matériels ? Est-ce que nous voulons laisser davantage ? Et surtout, à qui voulons-nous le laisser ? Est-ce qu'on veut laisser uniquement à nos enfants ou est-ce que, plus largement, il n'y a pas comme destinataire les générations futures ? Oui, la société. D'ailleurs, on en parlera parce qu'il y a aussi beaucoup de... Je pense à Agier notamment qui parle de l'adoption. Il y a beaucoup de penseurs qui ont dit, en fait, justement, on peut redistribuer aussi à d'autres personnes, à d'autres individus, ou pourquoi pas même carrément à l'État ou d'autres à des organisations. Je pense à Durkheim et tout. Du coup, c'était super intéressant de voir qu'il y avait en fait différentes façons de penser. Et j'avoue qu'avant de lire le livre, je me suis dit, en fait, les révolutionnaires, ils avaient juste cette idée de dire on va construire une nouvelle noblesse. En fait, ce n'était pas le cas. Et justement, du coup, le bouquin, il revient sur cette période-là de la Révolution française. Et ce que vous expliquez, c'est que notamment, l'héritage, c'était vu comme une façon d'accéder à l'égalité citoyenne, avec notamment le discours de Maribaud et la loi de Nivose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement c'était quoi justement cette démarche-là ? Pourquoi en fait justement c'est cette condition-là ? Pourquoi c'est une condition à l'égalité citoyenne ? Alors, si vous le permettez, je vais faire juste une petite remontée, mais pas longue, promis, en amont. À quelle situation les révolutionnaires étaient-ils confrontés ? En gros, sous l'Ancien Régime, il y avait de multiples pratiques successorales assez diverses, selon le lieu, selon le type de bien, etc. Et le premier travail qu'ont effectué les députés de la Constituante, entre 1790 et 1794, ça a été de poser pour la première fois le principe d'une unique règle pour tous sur tout le territoire. En d'autres termes, c'est à partir de très exactement du 6 janvier 1794 qu'il va y avoir une seule grande loi successorale qui va régir toutes les transmissions, que vous soyez riche, pauvre. D'ailleurs, c'est toujours la même aujourd'hui. Alors, il y a des modulations, il y a eu des changements. Donc, ça, c'est le premier point, c'est qu'il y a eu vraiment un travail d'unification. Et quand on regarde les justifications que les révolutionnaires apportent à cette unification, c'est assez intéressant. Ce qu'ils nous disent, c'est que cette unification, c'est la condition pour instaurer une véritable citoyenneté. On ne peut pas être citoyen si on est... si on a des régimes, des traitements différenciés en tant que père ou en tant qu'enfant. Et de ce point de vue-là, que les biens se transmettent différemment chez les nobles ou chez les roturiers, ça pose un problème pour l'accession même pour la définition même de la citoyenneté. Donc, premier travail effectué par les révolutionnaires, l'unification. Second travail, l'abolition de la primogéniture. De la primogéniture qui plus est masculine. Qu'est-ce que c'est ? C'était le fait qu'un certain nombre de biens, essentiellement les biens nobles, se transmettaient, étaient transmises pour l'essentiel aux fils aînés. Et ce que posent les révolutionnaires, c'est la règle dite du partage égal, autant pour les cadets que pour l'aîné, autant pour les filles que pour les fils.
Et ça, c'est un bouleversement complet. C'est une véritable révolution. C'est une révolution. Les révolutionnaires français bouleversent cela. Ils le font le 6 janvier 1794 avec la loi de Nivose, en posant que désormais, toute transmission se transmet à part égale entre l'aîné et les cadets et entre les filles et les fils. Et c'est une véritable révolution qui s'opère par là même. Plus exactement, les révolutionnaires, et ça, on a aussi beaucoup de mal à le comprendre, les révolutionnaires voient 3 niveaux de ce bouleversement. Il y en a un premier niveau qui nous semble évident, c'est celui de la famille. Ouais. Effectivement, en passant de la primogéniture masculine au partage égal, la famille se trouve bouleversée, se trouve chamboulée. On passe, pour le dire très très vite, et ce sont les termes de Tocqueville, d'une famille aristocratique à une famille démocratique, où la fratrie devient une communauté des égaux. Ça, on le comprend. Là où c'est plus surprenant, c'est le second niveau auquel les révolutionnaires logent le bouleversement qu'ils sont en train d'opérer. Pour les révolutionnaires, et je l'ai étudié tout particulièrement à travers un auteur qu'on a complètement oublié, mais qui est génial, c'est Merlin de Douai. Ouais. Pour les députés de la Constituante, le partage égal est aussi un principe constitutionnel. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que pour eux, dans les lois successorales, se joue la nature même du régime politique. En d'autres termes, ils font un lien constitutif essentiel entre primogéniture masculine et monarchie, et partage égal et une autre forme de régime plus républicain, plus démocratique. Et ça, c'est quelque chose qui est assez surprenant de se dire finalement que nos lois successorales, qui semblent être des lois qui régissent le domaine privé, la famille, en fait, ont une portée constitutionnelle. C'est bien plus forte. Bien plus forte. C'est la nature même de nos régimes politiques qui se joue à travers la question de l'héritage. Et puis le troisième niveau auquel les révolutionnaires logent le bouleversement qu'ils sont en train d'opérer, c'est le niveau, je dirais, social. Je l'ai étudié tout particulièrement avec Robespierre. Puisque, alors, et ça encore, c'est quand je les ai lus la première fois, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce qu'ils nous disaient, parce que ce qu'ils affirment, c'est que en partageant également au sein de la famille, la société sera plus juste. Et là où nous ne comprenons pas, c'est que nous disons, non, c'est une chose, l'égalité dans la famille, c'en est une autre, l'égalité entre les familles. Parce qu'on a l'impression que c'est tout le contraire aujourd'hui. Voilà, exactement. Et alors, donc, soit on considère que les révolutionnaires n'avaient rien compris, soit on essaye de les comprendre. Donc je me suis plongée dans les archives parlementaires de la Révolution française. Donc ce sont des milliers de pages qui transcrivent les débats parlementaires. Et j'ai été repérer systématiquement les passages sur l'héritage pour essayer de comprendre. Voilà, ouais. J'avais une énigme. Comment est-il possible d'aller de l'égalité au sein de la famille à l'égalité entre les familles ? Et alors c'est Robespierre qui le dit tout particulièrement. Il dit qu'il nous faut des lois successorales qui permettent de réduire l'écart, plus exactement l'extrême disproportion des fortunes. Comment ça peut s'opérer ? Ouais. Et donc je suis rentrée dans les raisons, dans les motivations des révolutionnaires. J'ai étudié la loi de Nivose et c'est là où la découverte me semble assez fascinante. Ce que disent les révolutionnaires français, et tout particulièrement Mirabeau, Pétion de Villeneuve, Robespierre, c'est qu'avec le droit successoral, on dispose d'un instrument pour réduire les écarts de fortune. Très concrètement, les révolutionnaires français avaient sous la main l'outil fiscal. Ouais. Et la fiscalité sur les successions est mise en place dès 1791. Il y a à l'époque des théories déjà de la progressivité, ça existe déjà. Donc ils auraient pu mettre en place un impôt progressif sur les successions. Ils ne le font pas. Pourquoi ? Ils choisissent au contraire de faire un impôt proportionnel et assez faible. Alors on pourrait se dire, et c'est très souvent l'interprétation qui est proposée, en fait, ils défendaient la propriété privée, et voilà, c'était une révolution bourgeoise, etc.
dans ce cas-là, on ne comprend pas comment il est possible de dire que le but des lois successorales est de réduire l'extrême disproportion des fortunes. Il y a un peu de nuance en fait à apporter sur sur cette lecture marxiste de la Révolution française. Oui, je pense que quand on lit les discours, on voit que non, ce n'est pas qu'une révolution, bourgeoise, qu'il y avait une vraie exigence et une vraie volonté de réduire les écarts de fortune. Alors, les révolutionnaires auraient pu utiliser l'outil fiscal, ils ne l'ont pas fait. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas cherché à réduire les écarts de fortune, ils ont cherché à les réduire par le droit successoral. Comment ont-ils fait ? Précisément par la loi de Nivose. Et ce qu'ils ont essayé de faire, c'est par le droit successoral de décider d'une nouvelle distribution des ressources. En gros, profiter de la mort pour, à chaque mort, morceler. Pour, à chaque mort, faire passer le patrimoine vers les jeunes générations, pour, à chaque mort, favoriser la circulation du patrimoine entre les branches pauvres et les branches riches, enfin, entre les branches riches et les branches pauvres de la famille. En d'autres termes, vous voyez, ce dont ils avaient parfaitement conscience, c'est de cette possibilité qu'a le législateur, par le droit successoral, de décider d'une certaine distribution des ressources, en d'autres termes, de profiter de ce moment de suspension des droits que constitue, et en particulier suspension du droit de propriété que constitue la mort, pour distribuer autrement. Alors vous allez me dire, vous pouvez me dire, qu'est-ce que ça change ? Pourquoi entre l'outil fiscal et l'outil du droit, finalement, quel est l'avantage de l'un et l'autre ? Vous voyez, l'outil fiscal... Ce qui est totalement ce qu'on fait aujourd'hui. Ce qu'on fait. Aujourd'hui, l'outil exclusif, le prisme exclusif, c'est l'outil fiscal. Avec une forte aversion des Français à l'égard de cet outil fiscal. Et une méconnaissance aussi. Une méconnaissance, etc. Ce que les révolutionnaires français se disent, la fiscalité, finalement, vous voyez, le mort est mort, il est poussière, et le droit successoral décide vers qui les biens vont aller, en l'occurrence là, les enfants, et puis ensuite s'applique l'outil fiscal. Et cet outil fiscal vient prendre une propriété qui a été concédée aux enfants pour opérer une redistribution, une correction à la marge. Ouais. Ce que les révolutionnaires français que j'ai étudiés ont en tête, c'est pas une correction. C'est un changement de la distribution. C'est pas redistributif, c'est une nouvelle distribution. On est vraiment au niveau d'une distribution primaire qui peut s'opérer à la mort. Et il n'y a pas d'expropriation comme dans une loi agraire, puisque littéralement, au moment où le mort décède, il n'est plus propriétaire, et tant que et c'est le droit qui décide vers qui ça va. Donc, ce que j'ai découvert à travers cette énigme dont je vous parlais, comment les révolutionnaires entendaient-ils passer de l'égalité au sein de la famille à l'égalité entre les familles, précisément par cet outil, le droit successoral, qui permet d'opérer une nouvelle distribution à chaque mort. Et le truc qui est fascinant, et alors Robespierre, de ce point de vue-là, est vraiment d'une perspicacité tout à fait surprenante. Il dit, l'avantage, c'est que ce sont des lois très douces et très efficaces. En fait, ça se fait tout doucement, à chaque mort, sans même vraiment qu'on s'en... Vous voyez, une expropriation, c'est brutal. Ouais, c'est brutal, voilà, quelqu'un était propriétaire, et puis... Et d'ailleurs, c'est toujours en partie le cas, il me semble, en France. Si un projet, la mairie a un projet sur telle ou telle chose, elle peut exproprier quelqu'un. Il y a des voies d'expropriation. Les cas des autoroutes sont un exemple emblématique. Voilà, une expropriation, en un sens, viole le droit de propriété. Voilà, il y avait un droit de propriété, il n'y est plus. Là, le miracle opéré par le droit successoral, c'est précisément de ne pas opérer d'expropriation. Ce que dit Robespierre, c'est que à la mort, il n'y a plus de droit de propriété, et simplement, c'est au législateur d'opérer une nouvelle distribution des ressources, et ça peut se faire très progressivement au fil des générations. Mais d'ailleurs, en fait, ce truc de distribution, redistribution, en fait, déjà d'avoir pensé en termes de distribution, ça veut dire que, parce que la redistribution, généralement, c'est pour corriger une inégalité de fait. C'est accepter les inégalités, généralement, par exemple, les aides qui existent aujourd'hui, le RSA, les APL et tout, c'est accepter qu'il y ait des inégalités de fait. Là, alors que là, justement, cet objectif d'égalité, elle passe justement sur cette distribution-là. C'est toute la différence entre corriger et changer, entre un traitement palliatif des symptômes
de l'inégalité et traiter les causes de l'inégalité. Ouais. Je crois vraiment que là dans dans cette tension entre fiscalité successorale et droit successoral, c'est ce qui est en jeu. Est-ce que on cherche à corriger à la marge des inégalités massives, ou est-ce qu'on s'attaque à la racine du mal? Et les auteurs que j'ai étudiés dans l'ouvrage sont des auteurs qui sont convaincus que l'héritage est un des facteurs massifs de production des inégalités patrimoniales, et que par là même, si on veut réduire les inégalités patrimoniales, il faut s'attaquer à la question de l'héritage. Mais est-ce que dès le départ, quand il y a justement cette évolution-là, notamment sur le droit successoral, parce que j'ai l'impression qu'en lisant du coup les différents penseurs qui ont été présentés dans le bouquin, quand même il y a une prise de conscience assez rapidement aussi des conséquences que ça peut avoir, des disparités que ça peut avoir. Je pense du coup à Agier qui justement passe à l'adoption, etc. Et il voit aussi des problématiques au niveau de la démographie et tout. Donc il y a aussi dès le départ aussi des remises en question en fait aussi de ça. Merci pour cette question sur Agier, parce qu'on m'en parle peu et je trouve cette proposition, alors à la fois elle est détonnante et intéressante parce qu'elle nous fait penser. Alors que propose Pierre-Jean Agier? On est en 1793 et il soumet une proposition de loi. On aimerait bien en voir plus souvent et puis des aussi audacieuses. Là, c'est tout à fait surprenant. Il soumet à la Convention une proposition de loi dans laquelle il propose de rendre obligatoire l'adoption d'enfants pauvres par les familles riches. Donc voilà, on est immédiatement scandalisé par cette proposition, parce qu'on se dit mais mon Dieu, s'agit-il de faire circuler les enfants pauvres, les arracher à leurs familles pauvres pour les pour les mettre dans des familles riches, et donc voilà, on sent tout de suite une réticence. Ce que j'ai cherché à faire dans mon étude de ce projet de loi, c'est d'essayer de comprendre les raisons. Alors on est à un moment où la famille, il y a vraiment une réflexion des révolutionnaires sur la famille. On essaye aussi, et c'est pas facile à ce moment-là, de changer la famille, et l'adoption est il y a l'autorisation du divorce, qui est un changement majeur qui va pas perdurer. Et puis tout va être balayé après la Révolution française. Il y a la reconnaissance des enfants naturels qui va aussi être balayée après la Révolution française. Et puis il y a l'adoption qui est un des moyens pour changer les configurations familiales. Agier se place dans ce contexte intellectuel, mais ce qui est très intéressant quand on se plonge dans sa proposition de loi, c'est qu'on cerne également les enjeux démographiques, comme vous le disiez, de la question. Globalement, en régime de partage égal, il y a une stratégie pour continuer à avoir le patrimoine concentré, c'est ne faire qu'un enfant. La stratégie de l'enfant unique. Et cette stratégie, elle a été utilisée par l'aristocratie pour reconstituer de la concentration patrimoniale. Et donc, Agier anticipe vraiment cette stratégie possible des classes dominantes en termes de patrimoine. Et il dit qu'il faut que chaque famille, en fait, ait au dénominateur un même chiffre. Il propose 3. Bon. Et donc, en gros, son principe, c'est que tout héritage soit divisé par 3. Pour éviter cette nouvelle noblesse qui... et vraiment, c'est intéressant parce qu'on voit combien, sous l'Ancien Régime et puis au XIXe siècle, quand s'est reconstituée l'aristocratie, il y a un enjeu à concentrer sur un seul, la gloire du nom, les biens, le pouvoir politique. Enfin, ce sont des choses qui vont ensemble. Et donc, Agier essaye, face aux stratégies de l'enfant unique, d'imposer une division par 3 de tout patrimoine. Et pour cela, il envisage que les familles qui ont un certain niveau de patrimoine, mais qui n'ont pas 3 enfants, soient obligées d'adopter. Alors, on peut se dire que de toute façon, voilà, cette proposition de loi n'est jamais devenue une loi. Mais ce que je trouve le plus intéressant, c'est une des modalités que Agier propose pour cette proposition. Il dit, et ça module l'obligation, il dit si les familles riches ne souhaitent pas le faire, elles peuvent s'en dispenser. Mais dans ce cas-là,
si elles ne souhaitent pas le faire de leur vivant, elles peuvent ne pas adopter. Mais si elles n'ont pas adopté de leur vivant, alors c'est un conseil de famille et un juge qui décidera de qui seront les enfants adoptés. Et je trouve qu'il y a là une très intéressante appréhension de la question de l'héritage. Ce que commence à faire Agier et ce que feront ensuite les auteurs du 19e siècle que j'ai étudié dans la seconde partie du livre, c'est, vous voyez, d'introduire la nécessité, l'exigence d'une intervention publique qui casse le mécanisme non interrogé de la transmission des parents vers les enfants. Là, voilà, il faut une instance publique. Les riches ne sont pas obligés d'adopter, mais dans ce cas, une instance publique, via la figure du juge, intervient pour quand même parvenir à morceler les patrimoines. Il y a toujours la loi qui est au-dessus. La loi qui est au-dessus, et droit, puis, vous voyez, cette idée il nous faut des institutions qui permettent d'intervenir dans cette matière très familiale, très privée. Il y a la nécessité de rentrer de ce point de vue-là dans ce qui s'opère au sein des familles, parce que c'est une question sociale, parce qu'il y a des enjeux de justice sociale massifs. Dans le livre, il y a aussi justement cette comparaison qui est faite avec les États-Unis, où c'est totalement différent. Du coup, moi, j'aurais voulu savoir comment ça se passe du coup ailleurs au niveau de l'héritage, comment ça a été appréhendé, d'autant que par exemple les États-Unis, c'est un pays qui est relativement récent, et ils ont accordé, je crois, beaucoup plus de place, ce que vous dites dans le livre, c'est sur le testament, etc., ce qui est moins le cas en France, où c'est la loi qui prime. Et d'ailleurs, on le voit je l'ai noté avec des personnages comme Bill Gates ou encore Mark Zuckerberg, aujourd'hui dans les grandes fortunes, qui disent non, moi j'ai pas envie de donner à mes enfants. Même si en vrai c'est plus compliqué que ça, mais j'ai pas envie de donner à mes enfants. Je vais laisser plus de place à la charité, à la philanthropie. Pourquoi avoir fait le choix en fait dès le départ du coup pourquoi eux de leur côté ils sont pas justement pris cette orientation qu'est la France, et puis comment ça se passe un peu ailleurs pour comparer à peu près. Alors, les systèmes successoraux sont très divers d'un pays à l'autre. Et vous voyez, c'est une autre voie de dénaturalisation. C'est-à-dire qu'on prend comme une donnée naturelle que l'héritage familial soit partagé à égalité entre les enfants. Il y a plein de pays où c'est pas comme ça. Donc, ça montre bien que cette variabilité, on va dire, nationale des pratiques et des systèmes successoraux. Alors, effectivement, les États-Unis sont un pays on dit de liberté testamentaire. C'est-à-dire que le défunt, enfin le futur défunt, a la capacité de déterminer par testament ce que deviendront ses biens pour après sa mort. Et concrètement, aux États-Unis, le droit successoral s'applique s'il n'y a pas eu de testament. En d'autres termes, la volonté du défunt prime sur la loi, alors qu'en droit français, c'est l'inverse. Ouais. Le droit prime sur la volonté du défunt. C'est ce qu'on appelle. Nous sommes en France dans un système que l'on appelle de réserve héréditaire, c'est-à-dire qu'il y a des héritiers réservataires, c'est-à-dire des héritiers à qui est réservée une partie du patrimoine transmis. Prenons la configuration d'une fratrie avec 2 enfants. Dans le cas où il y aurait deux frères, ou un frère et une sœur, peu importe, les parents doivent nécessairement, à la mort des parents, chacun des 2 enfants hérite nécessairement d'un tiers. En d'autres termes, en droit français, les parents ne disposent librement que du tiers restant du patrimoine, et peut le donner ou à un tiers ou à l'un des enfants, ou le partager à égalité entre les 2 enfants. Vous voyez, la marge, la part du patrimoine sur lequel s'applique la liberté testamentaire en France est réduite, déterminée par la loi, réduite en proportion et strictement déterminée par la loi. Pour éviter aussi les inégalités. Voilà. Donc, aux États-Unis, on a un système de liberté testamentaire où c'est la volonté du défunt qui prime. En France, inversement, on a un régime où le droit successoral prime sur la liberté testamentaire. Alors, ce sont des configurations nationales différentes qui s'expliquent par l'histoire. Très concrètement, en France, ce sont les révolutionnaires qui ont mis en place ce système. Et ils l'ont fait, ce qui est très intéressant. Aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui, prenant l'exemple des États-Unis, de la philanthropie, en appellent à une réforme du droit successoral français pour davantage de liberté testamentaire.
en disant finalement, ça permettrait de faire partir une partie du patrimoine vers le secteur caritatif, etc. De créer sa propre organisation aussi, comme ils ont fait Bill Gates. Alors, ou des fondations, etc. Ouais. Ce qui est très intéressant, c'est de revenir aux raisons pour lesquelles les révolutionnaires français étaient opposés à la liberté testamentaire. La question est de savoir pourquoi. Pourquoi ont-ils réduit, pourquoi les révolutionnaires français ont réduit la liberté testamentaire à la portion congrue? Pourquoi? D'abord, pour lutter contre ce qu'ils appellent, c'est une expression de Mirabeau qui est très parlante, le despotisme parental. Les séries américaines nous le donnent à voir. Là où le parent ou les parents peuvent décider de qui va hériter, les tensions familiales, les tensions familiales s'installent, non seulement entre parents et enfants, parce que concrètement l'enfant est tenu par les parents, mais aussi entre les frères et les sœurs. Et donc vraiment la première lutte des révolutionnaires français, ça avait été de défaire ce pouvoir parental, qui était alors grandement un pouvoir des pères. Ce qui les irritait, c'était ce pouvoir que détenaient les pères de modeler la famille à leur guise. Ouais, c'est très patriarcal. Quand on plonge dans les textes, c'est vraiment très patriarcal en soi. Et donc, de ce point de vue, les révolutionnaires français, c'est ce qu'on disait au départ, changent la famille en changeant cette pratique de favoriser l'un plutôt que l'autre. Mais ils ne font pas que ça. En faisant ça, il pose aussi une exigence. Les morts sont morts. Les morts n'ont pas à avoir un pouvoir sur les vivants. Or, un testament, qu'est-ce que c'est ? C'est la capacité pour les morts de perdurer par-delà leur mort et d'imposer leur volonté, alors même qu'ils ne sont plus, aux vivants. Et il y avait des dispositifs, mais complètement fous pour ça. Il y avait un dispositif qui s'appelait, c'est le dispositif des substitutions héréditaires. Un propriétaire pouvait déterminer ce qui allait devenir de ses biens jusqu'à plusieurs générations après sa mort. Oh. Donc vraiment, on voit là cette espèce de... Alors, si on l'analyse métaphysiquement, on pourrait dire que c'est une volonté de survivre par-delà sa mort dans ses biens. Mais c'est surtout, on comprend mieux l'expression de despotisme. C'est un despotisme des morts sur les vivants. Et par exemple, ces mécanismes de substitution héréditaire rendaient inaliénable le bien. Donc en gros, le bien allait au fils aîné, mais le fils aîné avait l'obligation de le transmettre à son propre fils aîné sans avoir rien vendu. Et vous comprenez bien que ça conduit à une forme de paralysie. Et vraiment, je crois que derrière si on doit réfléchir face à ces multiples propositions qui sont faites aujourd'hui d'élargir la liberté testamentaire, je pense qu'il faut réfléchir quand même à ce pouvoir des morts sur les vivants. Voilà. Est-ce que nous souhaitons une société dans laquelle ces quelques individus déjà très privilégiés de leur vivant, qui continuent d'imposer leur volonté par-delà leur mort. C'est Bill Gates, ok, mais pourquoi devrait-on, après la mort de Bill Gates, continuer à subir Bill Gates ? Surtout que finalement, ils sont... Déjà, dans leur discours aujourd'hui, il y a toujours une volonté, quand on regarde les plus fortunés, il y a un peu une angoisse de cette mort, je pense notamment aux milliardaires là, qui est en train de faire des expérimentations pour pouvoir vivre le plus longtemps possible. Donc il y a déjà, en vrai, même dans leur aspect, sur le plan philosophique, des pensées où ils ont envie de surmonter justement la mort. Non, et puis en plus, si on y réfléchit toujours sur le plan philosophique, c'est vraiment quand on regarde ce qu'est le droit de propriété privé. Le droit de propriété privée, c'est un droit d'une personne sur des biens, d'un individu sur des biens, qui se caractérise par la capacité à exclure autrui de l'usage. C'est une chose, ça. C'en est une autre de déterminer ce pouvoir comme un pouvoir absolu. Et je crois que derrière la liberté testamentaire, il y a cette absolutisation du droit de propriété privé qui, en un sens, dépasse les bornes de la vie. Et je crois que, de ce point de vue, je crois qu'il est très intéressant d'analyser le droit de propriété depuis le droit successoral parce que ça la remet à sa juste mesure. Oui, c'est un droit relatif, ce n'est pas un droit absolu. Et ce droit, il est relatif au temps de vie de l'individu. Par là même, toutes les tentations de faire perdurer un pouvoir de détermination sur les biens par-delà la mort
relève de cette tentation de l'absolu. Surtout que dans le livre, il y a aussi ce truc de contrôle politique qui pourrait être amené justement avec le fait qu'on va donner du pouvoir même aux morts aussi. En fait, il y a un pouvoir Bah, qui va au-delà de oui, oui. l'économie en plus. Et de ce point de vue, là encore, mettons en face de la liberté testamentaire l'État social. Qu'est-ce que nous préférons? Est-ce que nous préférons que les maladies rares soient soignées parce que quelques milliardaires ont décidé d'en faire leur cause personnelle ou parce que nous investissons collectivement dedans? Le problème de la philanthropie, c'est qu'elle relève, de la vertu de certains individus. Ouais. Je préfère des institutions qui ne dépendent pas de la vertu. Surtout si c'est les Saclers ou des trucs comme ça, voilà, comme on a pu voir. Revenons au traité politique de Spinoza. Discours d'ouverture du traité, texte d'ouverture du traité politique de Spinoza. Préférons-nous des institutions qui sont justes parce qu'elles dépendent de la vertu des gouvernants ou des gouvernés, ou ne préférons-nous pas des institutions qui sont justes indépendamment de la vertu des gouvernants et des gouvernés? Là, la philanthropie, on voit bien combien elle est entièrement dépendante de la vertu de quelques-uns. Je préfère des institutions qui ne dépendent pas de cette vertu. Et puis surtout, donc il y a ce caractère morale, si vous voulez, des institutions philanthropiques. Je pense que nous avons à penser, au contraire, la question de l'héritage sous une modalité politique. Et deuxièmement, le problème de la philanthropie, c'est qu'elle est sélective. Certaines causes vont être bien servies, d'autres vont être laissées de côté. Et il faut bien une instance publique qui ait une vision d'ensemble systémique et qui permette de planifier les besoins. Ouais, parce qu'en plus de ça, il y a ce truc de vouloir bien se faire voir sur certaines causes. Exact. Alors, sans compter effectivement les intérêts particuliers dont relève la philanthropie. Or, effectivement, la liberté testamentaire relève de cette dimension philanthropique qui est morale, sélective. Voilà. Il y a en fait le droit successoral qui a été défini par la Révolution française, il va être un peu bouleversé, voire carrément bouleversé aussi pendant la monarchie de Juillet, mais aussi par Napoléon. Et moi, ce qui m'intrigue aussi, c'est de savoir comment justement ces basculements ils se sont opérés, notamment entre ce qu'a voulu la Révolution, ce qu'attendait la Révolution, ce qu'a fait la Révolution, et de l'autre, après, Napoléon, qui, globalement, a balayé la Révolution sur plein d'aspects et tout. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Et d'ailleurs, ça me fait... Enfin, notre discussion m'a fait penser aussi à un bouquin qu'Antoine Litchi il avait publié sur l'héritage des Lumières, où il montrait que, justement, il y avait un peu une voix polyphonique, en fait, que c'était pas juste... C'est par rapport notamment à la vision marxiste qu'on a des choses de la Révolution, de voir qu'en fait, il y avait plusieurs voix, justement, et que de l'autre côté, il y a l'Empire du coup, qui, quand il se met en place, balaye en fait, d'un revers de la main tout ce qui a été opéré. Donc moi, je pourrais voulu comprendre en fait comment justement ces basculements a-t-il été opéré justement par l'Empire, et de l'autre, comment on a récupéré cet héritage révolutionnaire. Et si on l'a récupéré d'ailleurs. Alors, effectivement, le code qu'on appelle à partir de 1807 Napoléon, notre code civil, à partir de 1807, il a été rebaptisé Code Napoléon, a opéré une immense régression successorale. Alors le principe du partage égal est maintenu, mais la liberté testamentaire est accrue, également introduit la possibilité de diriger cette liberté testamentaire vers l'un des enfants, alors que la loi de Nivose l'interdisait, pour ne pas justement reconstruire des inégalités au sein de la famille. Mais c'est pas... Il y a cette régression successorale, mais ce qui est très intéressant dans ce moment de l'Empire, c'est la manière qu'a eu Napoléon d'utiliser le droit successoral pour reconstituer une aristocratie, une nouvelle aristocratie, une aristocratie d'empire. Comment a-t-il fait? Il a instauré ce qu'il a appelé les majorats, qui était une forme de restauration du droit de primogéniture masculine, puisque il fallait être détenteur d'un certain niveau de patrimoine pour acheter un majorat qui conférait tout à la fois un titre, comte, duc, et qui était transmissible uniquement au fils aîné. Et là, on voit la mécanique qui est en train de se remettre en place. La seconde étape de ce processus, ça a été quand l'acquisition d'un majorat est devenue la condition nécessaire pour accéder à la chambre haute, qui était appelée la pairie
en gros l'équivalent de notre Sénat. En d'autres termes, et là voilà, la monarchie... Une cour conservatrice, voilà, en fait. la monarchie, l'aristocratie, enfin, en tout cas, l'aristocratie était en cours de reconstitution sans la monarchie, mais sous la forme impériale, avec cette corrélation étroite, transmission héréditaire du nom, transmission héréditaire du titre, transmission héréditaire du bien et transmission héréditaire du pouvoir politique. On a les quatre qui marchent à nouveau ensemble sous l'Empire. Alors, effectivement, de ce point de vue, c'est une immense régression. Et ça explique en grande partie la reconstitution des inégalités patrimoniales au cours du XIXe siècle. Parce qu'en un sens, le pari dont on parlait tout à l'heure, cette énigme, comment passer de l'égalité au sein de la famille à l'égalité entre les familles, ça a été un échec pour les révolutionnaires. Les inégalités patrimoniales ont explosé au XIXe siècle. Et on comprend que Napoléon, la reconstitution de cette aristocratie d'empire a fortement contribué à cela. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, et les socialistes en particulier vont être assez critiques au XIXe siècle à l'égard de l'héritage de la Révolution française, en affirmant que la Révolution française n'a pas été assez loin. Si vous prenez par exemple les Saint-Simoniens, c'est un groupe de socialistes, on est dans les années 1830. D'ailleurs, je crois que je précise parce que dans le livre c'est dit aussi, mais Saint-Simon ne partageait pas forcément ce que pensaient aussi les Saint-Simoniens. Saint-Simon parlait exclusivement de la transmission des charges, des offices, des titres, la transmission héréditaire des charges, des offices, des titres. Ce que font ses disciples, qu'on appelle les Saint-Simoniens, et qui, après la mort de Saint-Simon, se sont regroupés avec pour chef de file un inconnu qui s'appelle Prosper Enfantin, ce qu'ils disent, c'est en fait les révolutionnaires français n'ont pas été assez loin. Ils se sont attaqués à la transmission héréditaire du pouvoir politique, mais ils ne se sont pas attaqués à la transmission héréditaire du pouvoir économique. Or, en laissant un lieu de l'hérédité, on reconstitue les inégalités sociales et les inégalités politiques. Ce qu'on voit finalement aujourd'hui. Et de fait, le 19e siècle leur a donné très largement raison. Alors, on est en 1830-1831. Il y a des grands débats avec la monarchie de Juillet sur justement l'abolition de l'hérédité de la pairie, cette chambre haute dont je vous parlais à l'instant. Tous les socialistes, les républicains sont favorables, disent oui, il faut abolir la transmission héréditaire de l'accession au Sénat, pour faire simple. Les Saint-Simoniens disent, oui, très bien, mais il faut aller encore plus loin. Abolissons l'héritage, abolissons toute transmission héréditaire du pouvoir politique, sinon on reconstitue une aristocratie. Et c'est dans ce moment que naît cette position abolitionniste que j'ai étudiée dans la seconde partie du livre. L'idée étant qu'il faut parvenir à penser une continuité des biens sans en passer par cette mécanique assez hasardeuse de la transmission familiale. Et c'est tout l'enjeu des Saint-Simoniens. Ouais. D'ailleurs, c'est fou parce qu'il j'ai l'impression qu'il y avait vraiment une fécondité au niveau des idées, il y avait vraiment un travail qui était fait. Et par rapport à ce qui est arrivé après, au fait qu'il n'y ait plus justement de pensée et tout, comment ça se fait que d'un seul coup il y a eu ça se fait qu'il y a eu un tel basculement au niveau des penseurs? Par exemple, Durkheim, on a l'impression qu'il y a un arrêt après Durkheim au niveau des idées, au niveau du développement des pensées. Déjà, il faut commencer par établir le diagnostic en matière de théorie de l'héritage. Alors, j'ai essayé de quantifier, c'est toujours très difficile. Mais comment vous avez fait le tri justement concrètement, je lis du 19e siècle depuis une quinzaine d'années. J'étais consciente que l'héritage était une question centrale au 19e siècle, en tout cas bien plus centrale qu'elle ne l'est aujourd'hui. J'ai voulu quantifier. Donc, avec un chercheur en humanité numérique qui s'appelle Pierre-Carl Langlais, on a construit une base de données textuelles. Pour le dire assez métaphoriquement, on a aspiré Gallica, qui est la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France, et puis également Internet Archive. On a construit un algorithme qui permet de différencier entre les usages métaphoriques et les usages matériels du terme héritage. Et donc, on a un moteur de recherche qui nous permet de sélectionner exclusivement des textes qui parlent,
qui parle strictement de la question de la transmission du patrimoine entre 1780 et 1920. J'ai 100 000 textes, 100 000 ouvrages. 100 000 ouvrages, c'est énorme. Ouais. Il y a une masse, une prolifération de la question au XIXe siècle qui est... alors considérable. Pour une lectrice comme moi, si vous voulez, ma vie ne va pas y suffire. C'est une masse, vraiment une masse textuelle énorme, parce qu'on parle simplement là de ce qui a été numérisé. La BNF, la Bibliothèque nationale de France, n'a pas encore tout numérisé. On parle simplement des monographies, des livres. Plein de débats se passaient dans la presse, dans les brochures. Donc, juste pour vous donner, il faut se rendre compte de cette prolifération théorique au XIXe siècle. Une fois dit cela, ce dont il faut prendre conscience également, c'est que la question était alors appréhendée de manière bien plus radicale qu'aujourd'hui. En d'autres termes, on n'hésitait pas à l'époque à interroger la légitimité de cette institution. Là où aujourd'hui, on est plutôt timide. Ouais. On évite de l'aborder. On l'a déjà dit plusieurs fois, plus ou moins d'impôts, mais on a du mal à sortir de ce prisme fiscal, et surtout, on a beaucoup de mal à se dire, essayons d'envisager, essayons juste, je ne dis pas de le faire, mais d'imaginer autre chose. Essayons d'imaginer d'autres destinataires de l'héritage. Au XIXe siècle, on le faisait, et on le faisait de manière multiple. Alors, quelles étaient les propositions qui étaient alors faites ? Ouais. Surtout qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup. Je me suis essayée à un panorama dans le livre de ces propositions, et on n'aura pas le temps, bien évidemment, de tout aborder. De toute façon, il faut lire après l'ouvrage pour tout avoir. On n'aura pas le temps de toutes les aborder, mais pour en donner quelques-unes. Alors, déjà, il y en a une, je la cite parce que à la fois elle est perturbante et elle nous force à interroger notre regard sur l'héritage. Il y avait des propositions pour tirer les héritages à la loterie. On se dit, mon Dieu. Ouais, Et en même temps, concrètement, ce que cette proposition, elle nous donne à penser, c'est que dans la famille, dans la transmission familiale du patrimoine, finalement, c'est un peu similaire. Un peu similaire. Il y a bien du hasard. Alors, pas le hasard d'un tirage au sort, celui du hasard de la famille dans laquelle on est, mais finalement, est-ce que ce n'est pas une forme de tirage au sort ? Et donc, vous voyez, une proposition aussi saugrenue qui nous semble, quand on l'a dit la première fois... Comme pour l'adoption, d'ailleurs. On se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que cela ? En fait, elle nous donne à penser, et elle nous donne à voir combien cette institution qui nous paraît naturelle, nécessaire, est en fait fondée sur une certaine forme de hasard, le hasard de la naissance. Alors, je laisse de côté cette proposition. Ce qui est assez intéressant dans les propositions du XIXe siècle, c'est que là où nous mettons une consécution non interrogée entre le patrimoine des parents et les enfants, mes penseurs du XIXe siècle mettent un point d'interrogation et envisagent des alternatives. En d'autres termes, ils élargissent les destinataires de l'héritage et par là même, ils élargissent les usages de l'héritage. Parce que quand on transfère à d'autres aux enfants, c'est aussi pour faire autre chose. Et je pense que c'est vraiment, ça c'est un point qui est de plus en plus, j'en suis convaincue, qui est primordial. Je crois que la question de l'héritage, nous avons à la penser depuis la question des usages. Ouais. Que fait-on de l'argent ? Et de l'argent ou des biens. Et vraiment, mes auteurs du 19e siècle avaient cerné ce problème, c'est qu'en élargissant les destinataires de l'héritage, on pense de nouveaux usages de ces biens post-mortem. Alors, dans ces destinataires possibles, il y a des individus. Par exemple, alors c'est une forme de reconduction du tirage au sort. Fichte, dans ses considérations sur la Révolution française, propose en un sens que ça soit le plus rapide, le premier qui s'en saisira. C'est une théorie anarchiste de l'héritage, mais là aussi, elle nous interroge. Sinon, on trouve également des propositions qui visent à un partage égal, avec la mise en place d'une dotation en capital égale pour tout jeune adulte. C'est-à-dire qu'en gros, tous les jeunes adultes recevraient un capital d'un montant
identiques. Alors, c'est une proposition qui Ça est... ressemble un peu celle de Thomas Piketty. Exactement. Ouais. C'est la proposition qu'a repris Thomas Piketty, le tous héritier, et alors qui est intéressante, je pense. En fait, elle est encore plus intéressante aujourd'hui qu'elle ne l'était au 19e siècle. Parce qu'au 19e siècle, en moyenne, on héritait à 25 ans. Ouais. Aujourd'hui, on hérite en moyenne à 60 ans. Donc, vous voyez, avec des usages... C'est les très vieux qui donnent à des vieux. C'est ce que j'ai appelé la seniorisation de l'héritage. Et vous le devinez, on ne fait pas la même chose avec un patrimoine quand on le reçoit à 25 ans ou quand on le reçoit à 60 ans. Et ce que pourrait permettre une dotation en capital égale pour tout jeune adulte, c'est que ça cible précisément vers les jeunes adultes. Et donc, ça permettrait un rééquilibrage démographique, alors qu'on le voit combien démographiquement, on a une bascule, une seniorisation de l'héritage. La difficulté de cette dotation en capital pour tout jeune adulte, c'est que vous le voyez, là encore, elle corrige. Elle corrige plus massivement que la fiscalité, mais en un sens, je pense que le défaut de cette proposition, c'est qu'elle responsabilise, elle va faire plus exactement de chaque individu le responsable de la bonne utilisation ou de la mauvaise utilisation du patrimoine qui lui a été transféré. Et on le devine, ça va par là même conférer d'autant plus de poids à l'éducation, à la capacité à faire quelque chose avec un patrimoine. Et donc, de ce point de vue, je pense que cette dotation en capital économique égal risque d'aboutir également à des effets fortement inégalitaires selon le capital scolaire dont on dispose et juste la capacité à faire quelque chose de ce patrimoine. Puisque chaque individu aura eu la même chose et puis advienne que pourra. Ouais. De ce point de vue, mes auteurs vont beaucoup plus loin que cette, on va dire, individualisation égalisante du patrimoine. Certains pensent même selon les capacités des gens, en fait. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, et c'est ça qu'on a complètement oublié, c'est que plusieurs auteurs, en particulier ceux que j'ai complètement déployés dans l'ouvrage, proposent que ce soit des entités collectives qui soient au moins transitoirement héritières. Et pas forcément l'État. Les corporations notamment. Alors, les corporations, en amont, revenons aux Saint-Simoniens dont on parlait. Leur chef de file, Prosper Enfantin, propose qu'à la mort des individus, les biens aillent à une banque publique d'investissement, à laquelle il donne une échelle communale. En gros, à la mort, les biens vont à la mairie, réorganisée comme banque publique d'investissement. C'est pour agir de façon décentralisée, notamment. Exactement. Ouais. Alors, on est à une échelle décentralisée qui, pour Prosper Enfantin, est l'échelle adéquate. Alors, je ne dis pas qu'il faut transposer tel quel, mais ça nous donne à voir plusieurs choses. D'une part, ça nous donne à voir combien l'État peut être éloigné parfois des activités économiques, trop distant, et en ces temps qui sont les nôtres de défiance à l'égard de l'État, ces structures décentralisées peuvent être intéressantes. Ouais. Mais ce qui me semble plus intéressant encore, c'est qu'à travers cette structure de la mairie transformée comme banque publique d'investissement, on voit poindre une exigence. Le fait qu'il y ait une instance démocratique qui recueille les héritages et qui soit en charge de les redistribuer. Parce que les Saint-Simoniens ne sont pas pour une gestion collective des biens. Ce qu'ils veulent, c'est que ça soit transféré aux plus compétents. Non pas les héritiers, dont ils dénoncent très souvent l'incompétence, mais, disent-ils, dans leur vocabulaire de l'époque, les plus capables. Ouais. C'est le principe de capacité. Avec une refonte de l'école, quand même. Mais avec une refonte du système éducatif, un droit à l'éducation pour tous, sinon, effectivement, ça ne marche pas. Mais voyez, en d'autres termes, là où, ça fait plusieurs fois qu'on le dit, mais là où nous n'interrogeons pas la séquence parents, enfants, et nous faisons un transfert non interrogé des biens, les Saint-Simoniens disent « Attendez, il nous faut penser des institutions publiques qui vont délibérer démocratiquement de
l'attribution de ces biens, non pas aux héritiers, mais aux plus capables. Et vraiment, la modalité, la manière de fonctionner, c'est une banque publique d'investissement qui va dire, on confie, on pourrait imaginer, de ce point de vue-là, des transferts qui s'opèrent par sélection de ceux qui parviendront le plus à mettre, par exemple, l'entreprise en valeur, etc. Donc ça, c'est une première proposition qui est surprenante. Vous voyez, là, on a bien, ultimement, c'est un destinataire individuel, mais il y a eu l'intervention d'une instance publique qui a décidé, qui délibère et qui décide démocratiquement de ce qu'il faut faire de ces biens. Autre exemple, Émile Durkheim, fondateur de la sociologie scientifique en France à la fin du 19e siècle, qu'on ne peut pas accuser d'être un révolutionnaire. Il était contre le marxisme. À certaines époques, on y a même vu un conservateur, Raymond Aron, en a fait un élément de la tradition sociologique. En fait, il était socialiste et sa proposition était la suivante. Il souhaitait transférer l'héritage familial au groupement professionnel d'appartenance. Et ça vient avec toute sa philosophie, notamment de la solidarité mécanique, organique. Exactement. C'est vraiment, de ce point de vue, vous avez raison d'y insister, c'est pas une proposition politique qui serait décorrélée de sa sociologie. Non. Au contraire, cette proposition, il l'a fait depuis une histoire de l'évolution des formes familiales de très longue durée et une histoire du droit de propriété également de très longue durée, vu ce qui remonte jusqu'aux familles claniques. Alors, de ce point de vue, Durkheim est absolument génial. Il nous dit 3 choses qui me semblent primordiales et qu'on a tendance à oublier. Il nous dit d'abord que, je le cite textuellement, l'hérédité de la richesse a pour contrepartie l'hérédité de la misère. Et ça, nous l'oublions beaucoup trop souvent. Ouais. Nous nous focalisons sur en tout cas, nous voyons les grosses transmissions et on analyse la transmission héréditaire de la richesse. On oublie que son corrélat, c'est la transmission héréditaire de la misère. Très concrètement, quelques-uns héritent de beaucoup. Mais ça a pour contrepartie le fait que la grande majorité hérite de très peu. Concrètement, 50% de la population détient moins de 5% du patrimoine. L'héritage médian, c'est-à-dire quand on prend la population française et qu'on la coupe à la moitié, la moitié de la population reçoit moins de 70 000 euros en héritage. Et encore des fois, c'est 5 000, 2 000 euros. Il y a des transmissions négatives, des dettes. Ouais. Mais donc, vous voyez, vraiment, je crois que Durkheim a cette intuition géniale, en tout cas lucide, que les deux, il faut sans cesse penser l'un avec l'autre. Le second point qui est fulgurant chez Durkheim, c'est qu'il nous dit combien la méritocratie est une illusion si l'héritage est maintenu. Il le dit de manière très très nette. Tant qu'il y aura une transmission héréditaire du patrimoine, il n'y aura pas d'égalité des chances. Et là, c'est vous voyez, dans ce moment particulier dans lequel nous sommes, où nous questionnons sur la méritocratie, sur l'héritocratie, je pense que ça a du sens de revenir à Durkheim, parce que voilà, il le dit avec une netteté qu'on a du mal à avoir aujourd'hui. Même ce que disait Karl Polanyi, où il prend conscience que le capitalisme est aussi, reproduit des inégalités de façon... Et là, je pense que nous avons collectivement, de ce point de vue, à retrouver cette clarté dans l'analyse. Non, on ne peut pas dire, comme c'est parfois dit, que la transmission héréditaire participe de la mobilité, on entend ça par exemple chez les Républicains, participe de la motivation au travail, de la mobilité ascendante, parce qu'on veut transmettre à ses enfants de manière à ce qu'ils commencent plus haut que nous avons nous-mêmes commencé. Cette rhétorique, on la trouve, c'est l'exact contraire. Tant qu'il y aura une transmission héréditaire du patrimoine, la méritocratie, elle tourne à vide. Ouais.
Et la mobilité sociale est comme empêchée ou faussée par cette transmission héréditaire. Surtout, c'est rabaisser l'héritage avec le seule idée, c'est on travaille pour donner tout de suite. Pour donner, avec le mythe que ce fait de donner sera la garantie de la mobilité sociale ascendante de ses enfants. Voilà, les chiffres sont là, c'est pas dans ce sens que ça marche. La troisième chose que nous dit Durkheim, et là il parle directement aux libéraux, c'est que finalement l'héritage c'est un archaïsme. Et accrochez-vous, c'est un archaïsme, c'est un reste de ce qu'il appelle le communisme familial. En d'autres termes, en régime de propriété privée, il nous reste un lieu du communisme, c'est la famille, ce commun familial qui se transmet, où les biens sont les biens de la famille, quand partout ailleurs ce sont les biens des individus. Mais Durkheim ne propose pas de substituer un régime libéral intégral à ce communisme familial. Ce qu'il propose, c'est de substituer d'autres formes de commun à ce communisme familial, en se disant finalement, la cellule familiale, est-ce que dans sa configuration actuelle, les parents et les enfants, ce qu'on appelle la famille, le noyau conjugal, est-ce que vraiment, pour l'activité économique, par exemple, est-ce que c'est le plus efficace ? Est-ce que les biens se transmettent dans ce noyau restreint ? Est-ce que pour la justice sociale, c'est plus juste, c'est plus équitable que ça se transmette dans ce noyau restreint ? Et ce qu'affirme Durkheim, c'est que l'échelle adéquate de la transmission, pour lui, c'est le groupement professionnel. Et c'est, j'ajoute, une dernière idée de Durkheim, vous avez compris que j'aime beaucoup cet auteur. C'est son idée, c'est qu'à travers ce transfert de l'héritage familial au groupement professionnel, on va pouvoir instaurer de nouveaux droits sociaux. Et en particulier, pour Durkheim, l'héritage, ça doit être le moyen de financer des droits qui, à l'époque, n'existent pas. Droit à la sécurité sociale, droit à la retraite. Alors, j'ai appelé ça dans le livre une cotisation sociale post-mortem, c'est-à-dire que finalement, chacun cotiserait pour des droits, des nouveaux droits à construire, non pas simplement à travers son travail au cours d'une vie, tel que notre état social à la française est construit sur des cotisations sociales fondées sur le travail. Là, l'idée, c'est d'ajouter une strate qui s'opère à la mort, cotisation sociale post-mortem. C'est cette idée que je décèle chez Durkheim. Et je crois que dans ce moment particulier dans lequel nous sommes, où on le voit, et on le voit malheureusement, on voit nos droits sociaux en cours d'être délités, grignotés. On sent les besoins immenses, droit au logement, droit à un environnement sain, droit à une alimentation saine, droit à une fin de vie digne, transition. Voilà, il y a tout un ensemble de droits dont on sent le besoin immense et dont on sent également qu'il va bien falloir les financer. Il me semble qu'ajouter cette strate post-mortem à la strate du travail, en tout cas, c'est une perspective que Durkheim ouvre pour notre modernité sociale. Mais c'est vrai qu'en fait, en lisant le livre, tant je repensais du coup au début quand il y a ce chiffre des 14 000 milliards, et puis à la fin où justement il y a toutes ces propositions qui sont assez fécondes et tout, je me suis dit en vrai c'est super intéressant parce que on se dit souvent dans les débats télévisés, ou les politiques le disent souvent, on n'a pas d'argent, il n'y a pas d'argent magique et tout, alors qu'en fait l'argent il est disponible en grande quantité, il est là, il est autour de nous, et ça permet aussi d'imaginer des nouvelles cotisations, des nouvelles façons de faire. Et puis je pense aussi, en fait, en fermant le livre, je me suis dit, mais même aussi sur les questions écologiques, etc., où il y a des choses à faire. J'ai l'impression que... Enfin, moi, ce qui m'a surpris, en fait, vraiment, en lisant le bouquin, c'est à quel point il y avait autant de propositions, autant de choses que j'imaginais pas forcément. Et justement, moi, j'avais peut-être cette réflexion marxiste de me dire, en fait, non, la Révolution française, même si je l'avais un peu moins, du coup, avec d'autres lectures, et au final, non, en fait, pas du tout. Il y avait déjà des propositions, là où aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il manque. Et j'avais peut-être une dernière question, justement, pour conclure cet entretien. C'est par rapport notamment au contexte où, justement, elles se font, ces idées. Il y a, à la fin du 19e siècle, notamment aux États-Unis, mais il y a eu aussi des répercussions en France, une appropriation massive, justement, des richesses, avec aux États-Unis les barons voleurs, mais aussi nous, avec les industriels et tout.
Et après, on voit qu'il y a eu des mesures fiscales qui ont été prises, qui ont permis de corriger, qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place, notamment ce que vous disiez, évoqué à l'instant, la sécurité sociale, qui arrive finalement dans les années 40 assez tardivement. Et est-ce qu'on n'est pas dans cette phase-là aussi, où peut-être il y aura peut-être un retour de cette question-là Alors, je crois que nous avons à inventer nos protections à venir et nous avons à les inventer, deux à les délibérer collectivement. Et ce qui est alors, c'est là où l'histoire des idées peut être magique, hein. Oui, ce sont de vieilles idées, mais qui sont étrangement neuves, en tout cas dont on sent le pouvoir de perturbation de nos précompréhensions et qui ouvrent les possibles, fertilise notre imaginaire social et politique. Alors, effectivement, je reviens à ce que vous disiez à l'instant. Oui, nous sommes riches. Nous sommes riches. Le malheur dans lequel nous sommes, c'est que nous sommes pauvres en termes d'argent public, mais nous sommes très riches en termes d'argent privé. Ouais. Et que, là encore, il faut corréler les deux. Concrètement, pour prendre la mesure, d'ici 2040, 9 000 milliards d'euros vont être transmis. D'ici 2040, 9 000 milliards d'euros vont aller vers des personnes de plus de 60 ans. Il faut prendre la mesure de ça. Alors, il ne s'agit pas de dire que tous les plus de 60 ans sont riches, mais est en train de s'amorcer un grand transfert de richesse. La Fondation, PIB, la Fondation Jean Jaurès, dans son rapport de novembre 2023, parle du plus grand transfert de richesse privée qu'ait connu la France. Et là, la question est la suivante. Face à ce contexte tout à fait particulier, ce contexte démographique, seniorisation de l'héritage, ce grand transfert qui s'annonce, est-ce que nous laissons des inégalités massives se construire en pensant les solidarités exclusivement à l'échelle de la famille, ou est-ce que nous inventons de nouvelles formes de solidarité ? Et je crois que nous avons collectivement à ouvrir le débat. Et effectivement, la première vertu de l'histoire des idées, c'est que, oui, il y a de multiples possibles. L'urgence, c'est précisément de commencer à réfléchir. Et je crois, qui plus est, que nous ne pouvons pas décorréler la question de l'héritage de la question des transmissions entre générations et par là même de la question écologique. De ce point de vue, je suis toujours assez fascinée par une bipartition que nous n'interrogeons jamais. Nous acceptons que les bénéfices générés par une entreprise soient transférés privativement, mais nous n'interrogeons pas le fait que les dégradations que, par exemple, cette industrie génère, que ce soit les dégradations de la nature, que ce soit la dégradation en termes de capital humain, de corps usés, etc., ces dégradations, elles sont transmises collectivement. Ouais. C'est fou. On appréhende... Par exemple, les polluants éternels. Prenons une industrie polluante. Tous les bénéfices générés par cette industrie polluante vont être transmis privativement. La dégradation, elle va être payée collectivement. Non seulement s'il faut dépolluer là à l'instant T, mais par les générations futures. À un moment donné, nous avons à repenser cette question. Il va bien le falloir. L'urgence écologique est là. Donc oui, j'en appelle de ce point de vue à une vaste réflexion. Puis, pas simplement, il ne s'agit pas simplement de dire allez, commençons à réfléchir. Ça peut prendre du temps, la réflexion. Je pense qu'il s'agit également de se saisir démocratiquement de cette question. Et de ce point de vue, les auteurs du 19e siècle nous y incitent massivement. Mettons un point d'interrogation dans ce transfert pensé comme naturel des parents aux enfants et délibérons collectivement pour savoir collectivement, je suis convaincue que nous pouvons faire quelque chose de plus intelligent. Et je finirai là-dessus, mais finalement, j'ai beaucoup cherché des formes d'incarnation contemporaine de mes théoricien du 19e siècle. Alors, j'ai une incarnation qui est approchante. Il ne s'agit pas de... c'est Marlene Engelhorn. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'héritière du groupe BASF, qui est un géant pétrochimique allemand. Ah oui, elle intervient beaucoup, je crois. Il y a une association. Donc, elle a hérité, je crois, de 32 millions d'euros. Et elle a décidé, ce qui est plus courageux que Bill Gates, elle a décidé de se dessaisir elle-même de son héritage. Elle ne dessaisit pas ses enfants, mais elle se
elle a renoncé à son héritage. Mais elle n'a pas simplement renoncé à son héritage, elle a même renoncé à la capacité de décider ce qu'il allait devenir de ses biens auxquels elle renonçait. En d'autres termes, elle n'a pas fait comme Bill Gates à dire je vais fonder une fondation ou je vais donner à telle fondation. Elle a mis en place une mini-convention citoyenne qui a été souveraine pour décider de l'usage de ces quelques dizaines de millions d'euros. Qu'est-ce que nous donne à voir cet exemple ? C'est que je crois que face à cette configuration inédite dans laquelle nous nous trouvons, seniorisation de l'héritage et grand transfert, il pourrait y avoir un lieu de réinvestissement démocratique à travers la question de l'héritage. Il pourrait y avoir des instances dans lesquelles les citoyens se trouvent en position de décider des droits et des protections auxquels ils souhaitent, et ce qu'ils souhaitent pour leurs enfants à l'avenir. D'ailleurs, quand on voit la Convention citoyenne pour le climat, les propositions qui ont été portées, ce qui est fou, c'est que c'est des personnalités, je suis sûr, il y avait des gens plutôt de gauche, des gens plutôt de droite et tout, mais ils se sont mis d'accord sur des propositions qui ont finalement été balayées, mais ils se sont mis d'accord à force de débat, de discussion. C'est ça, c'est que quand on introduit de la discussion, du dialogue, de la délibération, je pense qu'on arrive à des solutions. Une des difficultés de l'entreprise de Marlène Engelen, c'est que c'est une entreprise privée et les personnes qui ont participé à cette mini-convention citoyenne privée le disaient elles-mêmes, 30 millions d'euros, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est rien du tout. Et donc, bien évidemment, il y a la question de combien. Mais voyez, là, on est avec cette perspective. On a bien un élargissement des destinataires, on a un élargissement des usages. Toute la question étant, après, de conférer les moyens pour que cet argent des morts ne soit pas un despotisme des morts. Merci beaucoup, Mélanie Flouvier. Merci à vous. C'était super intéressant. Et puis, j'invite tous les auditeurs à lire L'injustice en héritage, du coup, aux éditions La Découverte. Merci beaucoup.